Ouais. Des problèmes de sécurité Non plus, jamais. Parce que la sécurité, elle est délimitée par le tapis de yoga. Et donc, tout ce qui se passe sur le tapis de yoga. Et c'est vrai que je me suis jamais sentie... je sais pas pourquoi, comment ça se fait, mais j'ai jamais eu de problème, même dans des grands endroits. Je donne des stages dans des grandes salles. Parfois, on est 30. Et j'ai jamais eu de... J'ai cette confiance intérieure. En fait, je fais confiance à l'être humain qui est en face de moi, de sa capacité à prendre soin de lui. Et je stimule cette capacité par la parole en disant attention, vous adaptez les postures, si vous avez une douleur, vous ne continuez pas dans la douleur. Enfin, voilà, j'ai une pédagogie beaucoup orale en fait. Et par rapport à l'équilibre aussi, même, pas très bien voir, il n'y a pas de problème d'équilibre? Si, quand on est malvoyant, on a la vue est un des sens qui nous sert pour l'équilibre général. D'accord. Donc très clairement, moi, les postures d'équilibre en yoga, c'est un grand moment. mais j'assume ma situation, je l'ai fait quand même pratiquer à mes élèves et quand je montre, mon équilibre il est vacillant. Parfois, je m'approche d'un mur quand c'est trop dur. Parce que quand on y voit très peu, faire un équilibre, c'est comme si on les faisait les yeux fermés. Bien sûr. Et c'est très difficile. Du coup, on s'entraîne. Mais on s'entraîne et moi je dois dire que quand on s'entraîne, il y a quand même du progrès. Même si on n'est pas tip-top comme la personne qui voit, mais n'empêche que c'est tout bénef pour éviter les entorses, être plus à l'aise en marchant. Et puis ça, c'est très important ce que tu dis. On n'est pas tip-top comme la personne qui voit. Moi, j'invite vraiment tout le monde à ne pas se comparer. Quand on travaille, en tout cas, il y a des progrès et ça, c'est ça qui compte. En fait, le seul chemin qui compte, c'est celui qu'on fait vis-à-vis de soi-même. Est-ce qu'on est mieux par rapport à la veille et est-ce qu'on est en train de se stimuler pour le lendemain? Ce que fait le voisin sur le tapis, il a sa propre histoire, son propre chemin, ça lui appartient. Se comparer, ça ne peut que nuire. Donc, tout à fait. C'est vraiment une histoire de soi avec soi, finalement. Ouais, je voulais savoir, tiens, Muriel, quand tu as perdu la vue, comment as-tu perçu le moment? Est-ce que tu as eu peur? Tu t'es demandé qu'est-ce que tu allais faire? Comment tu allais t'y prendre surtout? Ouais. Ah oui, ça a été terrible quand même. Enfin, là, c'est vrai que j'en parle avec le sourire aujourd'hui, mais ça a mis du temps, ça, de réussir à en parler sans l'émotionnel. C'est parce que j'ai travaillé sur moi. Mais en fait, je me suis demandé... Bon, déjà, j'avais divorcé, donc j'étais seule dans ma vie affective. Et ce qui me tenait, j'allais dire, à cette époque-là de ma vie, c'était mon travail. Et je me suis dit, mais vais-je pouvoir continuer à garder mon travail? Parce que j'en avais aucune idée, en fait. Quand tu ne vois plus rien, tu te dis, mais comment tu fais? Enfin, au début, j'arrivais même plus à marcher pour aller travailler. Parce que j'habitais en centre-ville de Toulouse, j'avais 300 mètres à faire à pied, puis le métro. Je me cognais, en fait. Et les gens me disaient, mais faites attention! Parce que ça ne se voit pas dans mes yeux. Et moi, je faisais super attention, j'étais épuisée. Je disais, mais est-ce que tu avais la canne à l'époque? Mais non, j'avais rien. Ah là là. Je suis vraiment passée de conduire une voiture à une canne blanche. Et en fait, un peu en panique, j'ai découvert l'ASEI à Toulouse, qui prennent en charge les personnes adultes où un handicap arrive. Et j'y suis allée en cours du soir, parce que je travaillais dans la journée. Et j'y suis allée en cours du soir et j'ai été rencontrée par une ophtalmo de là-bas qui m'a dit « Mais au risque de vous choquer, vous êtes en cécité légale. » Je dis « Mais c'est quoi la cécité légale ?» Parce que moi, je venais du monde des voyants. Enfin, je connaissais rien à tout ça. Pourtant, j'avais un ophtalmo qui me suivait chaque année. Mais lui, chaque fois qu'il essayait de me passer des messages, mon déni était tellement fort que j'écoutais rien. Ma mère, elle entendait très bien. C'était rigolo. Il y avait 2 consultations. Et ma mère, à chaque fois, elle disait « Docteur, alors, ça va, ça a vu ?» Et moi, j'écoutais pas. Et lui, après, il me disait « Alors, Muriel, vos voyages, vos études ?» Il y avait 2 consultations. Toi, en fait, tu ne voulais pas entendre parler de perte de vue et tout. Mais malheureusement. Mais après, ça m'est arrivé. Mais quelque part, quand ça m'est arrivé, donc j'ai fait un tas de choses pour affronter, j'allais dire, la partie psychologique, la partie physique concrète, réapprendre des choses, voilà. J'ai pu garder mon travail parce que j'ai fait aussi beaucoup d'efforts d'apprentissage. Mais ce qui est rigolo, j'ai eu une épée de Damoclès de mes 16 ans à mes 33 ans, parce que tous les jours, j'avais cette pensée, je peux perdre la vue. Et ça me faisait peur. Et à partir du moment où j'ai vraiment perdu la vue un bon coup, j'ai envie de dire, cette pensée, elle a été, déblayée. Ben là, tu étais prise au quelque part, j'affrontais la réalité. Quelque chose. Voilà, j'affrontais la réalité. Et comme moi, ce qui m'a toujours tiré dans ma vie, c'est de vivre plus que de me morfondre, j'ai voulu tout faire pour continuer à vivre, et même plus que vivre, avoir une belle vie. Et après, je me suis questionnée, évidemment, après que le travail soit stabilisé sur mes relations amoureuses. Je me suis dit, vais-je être capable de retrouver quelqu'un en étant aveugle avec une canne blanche? Parce que moi, j'avais une mauvaise image de moi. J'ai dû réparer l'estime de moi-même par rapport à ça. Je me suis confrontée, je dansais la salsa, je continuais à y aller, même si j'y voyais rien. En fait, faut pas avoir peur du ridicule, voilà. Mais j'avais ma motivation qui était plus grande que le ridicule. Et petit à petit, j'ai fait des rencontres. Et puis à l'âge de 40 ans, j'ai trouvé la personne que vous avez croisée ce matin, qui est mon
Mon compagnon, on n'est pas mariés, mais je l'ai rencontré au travail. Et le handicap n'est pas rentré en ligne de compte parce que moi-même, j'avais déjà fait un grand travail d'acceptation, en fait. Ouais. Ben oui. D'accord. Donc, en fait, le sujet, c'est pas le handicap, quoi. C'est nous avec nous-mêmes. Je pense que vraiment, le dépassement, c'est qu'en soi-même, on se vit plus comme une personne handicapée, mais on se vit comme Muriel, ou Christophe, ou Alice, ou Jessica. Et après, oui, ok, on a un handicap, mais on n'est pas un handicap. Et on ne s'identifie pas, finalement. Mais bon, ça, c'est un boulot. Hein. J'imagine. Ouais. Ça se fait pas en 2 jours. Ouais. Et moi j'avais une question. Bon, tu avais fait d'abord une psychanalyse, mais j'ai l'impression que le yoga c'est encore plus fort qu'une psychanalyse, non? En fait, moi ce que j'aime bien dire, et je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai écrit un livre sur tout ça pour me souvenir aussi, je pense, c'était avant tout pour moi, la psychanalyse ça a fait des nettoyages. J'y allais quand même 3 fois par semaine pendant 4 ans. Ouais. Mais en fait, c'était même pas la vue pour laquelle j'y suis allée, c'était le divorce. Quand mon ex-mari m'a dit « je voudrais qu'on se sépare », c'était sa décision, j'ai dit « moi je comprends pas, je voudrais qu'on aille voir un psy au moins pour voir s'il y a un truc à réparer ou pas ». Bon, en 4 séances, ça a été vite vu, on était allé au bout du couple, mais le psy, qui était donc psychiatre, psychologue et psychanalyste, il m'a dit « vous madame, ce que je sens chez vous, c'est une grande souffrance antérieure à ce que vous vivez là ». Et moi direct, je me suis surprise à lui dire « je vois très bien ce dont vous voulez parler ». Je voudrais faire une psychanalyse avec vous. Je suis passée direct sur le divan, quoi. Je savais même pas ce que c'était. Bon, et en fait, j'ai plus pleuré, je pense, sur son divan pendant les 4 années, 3 fois par semaine, que parler. Et pourtant, je parle beaucoup. Et donc, pour moi, la psychanalyse, ça a fait des nettoyages. J'avais des choses émotionnelles qui étaient coincées dans le corps suite à tout ce vécu-là, qui avaient besoin d'être nettoyées, des histoires familiales, enfin, qui n'en a pas. Et en parallèle, le yoga, ça m'a apporté la nourriture. Parce que si vous faites que nettoyer, mais vous remplissez pas le vide de quelque chose de lumineux, ça reste vide. On n'est pas forcément très bien. Le yoga, ça m'a ouvert une lumière au bout du tunnel. Je me suis dit, waouh, mais la vie, c'est pas du tout ce que je croyais. Ça a fait éclater tous mes schémas. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Ça a donné un sens à tout ça et ça m'a tiré vraiment. J'ai suivi des grands maîtres spirituels pendant 20 ans. Et tout ça, ça me tire toujours. Et donc, c'est venu nourrir les espaces de vide, finalement, que je nettoyais au fur et à mesure. D'accord. C'est pour ça que pour moi, les deux ont été complémentaires. D'accord. Ouais, vraiment. Et donc, pour finir, on a pas mal parlé, je vois. Le coaching, alors, ça consiste en quoi, du coup, ton métier de coaching? Ben, le coaching, finalement, je souris avec ta question, parce que c'est un peu, finalement, ce que moi, j'ai fait toute ma vie sans le savoir. Ça consiste à accompagner quelqu'un pour stimuler ses propres ressources à lui. Tu vas pas lui donner des conseils, tu vas pas savoir à sa place, tu vas pas faire à sa place, mais tu vas avoir... Alors, il y a plein d'outils et de techniques. Moi, je suis coach certifié, donc j'ai appris beaucoup. Ça passe par le corps. Moi, en tout cas, c'est ça le coaching que j'aime faire. Ça a des effets thérapeutiques parce que ça requalifie nos histoires qu'on se raconte. Et ça permet à la personne de se reconnecter avec des ressources qu'il a à l'intérieur, mais qui sont enfouies, auxquelles il n'a pas accès. Et à partir de là, il peut aller vers son désir. Quand on vient dans un coaching, on vient parce qu'on a un désir de quelque chose. Et donc, ça opère du changement. Voilà. Le coaching, il passe que par le yoga ou il y a... Pas du tout, rien à voir avec le yoga. Non. Une séance type peut-être pour y voir plus clair. C'est un type de coaching, donc c'est pas du tout du yoga, il n'y a pas de pratique corporelle sur un tapis. Mais par exemple, une séance type de coaching, tu arrives et la question classique, c'est la direction de où tu veux aller. C'est quoi ton désir? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pendant la séance? Donc par exemple, la personne, elle te dit... j'en sais rien, ça dépend si c'est du coaching de vie, du coaching business, coaching de transition. Disons que la personne veut retrouver de la joie dans sa vie. Bon, ok. Et à partir de là, on va commencer par tout un questionnement. Qu'est-ce qui empêche la joie aujourd'hui? À quoi ça ressemble si on met de la joie dans ta vie? On passe par des ressources créatives. Et quand je dis qu'on va dans le corps, c'est que dans les empêchements à la joie, à un moment donné du coaching, l'émotion s'invite malgré la personne. Elle va ressentir par exemple qu'elle a la poitrine un peu serrée alors qu'elle parle de telle histoire. Et là, moi, je vais lui dire, ok, et dans ton corps, dans la poitrine, c'est comment, et quelle forme ça a, et quelle couleur. On invite à aller dans son corps, en fait, à travers des visualisations. Et le fait d'y aller, ça libère l'énergie qui était bloquée et l'émotion qui était bloquée. Et quand l'émotion se débloque, l'énergie se libère. Et du coup, l'obstacle qui bloquait la joie est libéré, et la personne... à la fin de la séance, elle est... et puis voilà, ça a bougé en fait par rapport au début de la séance. C'est vraiment un processus corporel, mais pas de posture. D'accord. Et après, j'ai plein d'outils aussi qui sont assez déconditionnants pour le mental, où on peut se mettre debout, utiliser l'espace, enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Oui, j'ai l'impression que
si on fait que le mental, il y a un truc qui va pas, il faut le corps aussi. Mais le mental, il s'auto-alimente de toute façon. Ouais. Donc lui, il se raconte des histoires et si on fait que le mental, il continue à être fermé dans ses propres histoires. Ouais. C'est pour moi un peu la limite des psychothérapies classiques ou psychanalyse si on va pas plus loin et on n'utilise pas le corps. Ouais. Parce que le mental, c'est pas lui qui a les réponses. Il croit tout savoir, mais au fond, les réponses, elles sont ailleurs. Elles sont dans le cœur, dans le corps. C'est ça. Et dans le coaching, là, en ce moment, je suis en train de me former aux constellations familiales pour les utiliser dans le cadre du coaching. Et donc là, c'est passionnant parce qu'en fait, on rebalaye nos histoires de sécurité, de place dans la famille d'origine et de reconnaissance. Et on voit comment on reproduit, malgré nous, des schémas toute notre vie par rapport à ces éléments-là de départ, quoi. Et ça, du coup, j'ai des outils aujourd'hui et j'utilise ça dans les coachings. Et là aussi, c'est hyper puissant en termes de lever de blocage que ça permet, quoi. Et puis j'ai l'impression, en plus, voilà, certes, c'est puissant, c'est intense, mais au moins, tu passes pas des années, quoi. Non, c'est ça. Moi, aujourd'hui, si je perdais la vie aujourd'hui, mais aujourd'hui, je prendrais le coaching. Moi-même, pour continuer à avancer dans ma vie, je me sers du coaching, mais celui qui a des effets thérapeutiques, voilà. Parce qu'on va vers là où on veut aller et au passage, on requalifie nos histoires. D'accord. Pour s'en libérer, en fait. Et alors, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton podcast que tu as démarré il n'y a pas très longtemps? Ben oui, en fait, je l'ai démarré dans le cadre de mes activités d'entrepreneur, donc de coach, de prof de yoga. Et puis, je travaille avec des particuliers et aussi des entrepreneurs pour les aider à développer leurs activités. Et c'est dans cette fibre-là que j'ai créé le podcast. Il s'appelle Conversation avec Muriel Joubert parce que j'aime bien raconter des histoires et surtout j'aime bien permettre une évolution ou des prises de conscience aux personnes qui écoutent à travers moi ce que j'ai pu contacter dans mon parcours. Donc j'aime bien faire des liens entre un sujet que je vais traiter. Par exemple, je vais parler le sentiment de l'imposteur quand on ne se sent pas légitime pour faire quelque chose. Et je vais le renvoyer, moi, à mes histoires passées qui vont éclairer comment je l'ai travaillé concrètement pour pouvoir avancer et pas rester bloqué à certains moments. Voilà, j'aime bien faire des ponts entre le sujet théorique et le vécu. Et en général, les personnes qui écoutent, ce qu'elles aiment bien, c'est qu'à la fois c'est une histoire et à la fois ça les amène à elles-mêmes se questionner. Ouais, complètement. C'est ce que vous avez vécu? Ah, mais complètement. Ah ben voilà, parce que moi c'est ça. Ah oui, complètement. J'aime éveiller les consciences. Super. Peut-être rappeler les titres des livres de Muriel Joubert et est-ce que ces ouvrages sont adaptés en braille ou en numérique ou en audio? En audio, oui. Mais tout à fait. Alors il y a un livre qui s'appelle Comment j'ai trouvé ma propre lumière, un autre regard, qui est paru aux éditions Amalthée. Et dès qu'il est sorti, il a été traduit par la BNFA en braille et on le trouve en audio aussi. Il a été enregistré par ma professeure de locomotion. Sinon, on peut demander à l'association Happy DV. Oui. Ou alors Éole aussi. Éole ou chez Happy DV, oui. Et c'est ma professeure de Canne Blanche qui l'a enregistré. Trop chouette, c'est chouette. Armelle. Oh, super. Parce qu'après, il est en numérique, mais avec les voix de synthèse, moi j'aime moins. Ah oui, moi aussi. Ah oui. Moi, je synthèse, on est d'accord, hein? Ah oui, ça, oui. Ah oui. On est d'accord. Ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Muriel. Merci à vous. Suite au prochain épisode. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup.